Un grand bienvenue à tous. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire de présentation du challenge Territoire d'industrie 4.0 Anticiper les compétences de demain que porte la Banque des territoires pour le compte notamment de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires dans le cadre de l'initiative Territoire d'industrie. Un très grand merci à Émilie Mottet, Roxane Poty, Alexandre Mas de nous accompagner sur ce webinaire pour présenter cette initiative. On a échangé avec Émilie, Roxane, Alexandre sur l'opportunité pour nous, France Cluster, de proposer l'organisation de ce webinaire parce qu'on a vu évidemment que parmi les acteurs éligibles, les réseaux d'industriels, figuraient les réseaux d'industriels et évidemment pour nous, communauté de clusters d'entreprises, de pôles de compétitivité, on trouvait tout à fait intéressant de faire un focus spécifique là-dessus. Donc on est ensemble une petite heure pour vous présenter cet appel à manifestation d'intérêt, ce challenge, et vous inviter évidemment, pour ceux que ça intéresse, à vous positionner. On est ensemble une petite heure. L'idée pour nous, c'était vraiment de faire un focus sur l'appel. Ce qu'on vous propose, alors vous étiez, donc, comme je le disais tout à l'heure en ouvrant la salle, très nombreux à manifester un intérêt, puisque vous étiez un peu plus de 220 à vous être inscrits ou à solliciter, soit vous êtes inscrits pour y participer, soit à solliciter un replay. Voilà, parce que indisponible par ailleurs au moment de ce webinaire. Ce qu'on vous propose, c'est, comme vous êtes très nombreux, c'est d'utiliser le chat pour poser vos questions. On rassemblera un certain nombre, le maximum d'entre elles, à la fin de la présentation que Émilie, Roxane et Alexandre vont vous proposer à l'instant. Donc coupez bien vos micros pour que ça ne gêne pas la présentation qui va vous être faite ou les échanges qui seront faits en aval. Si ça ne vous ennuie pas, s'il n'y a pas de contraint ordre non plus, donc on enregistre l'ensemble de ces échanges et puis on vous transmettra à l'ensemble des participants le replay. Et on communiquera nous-mêmes d'ailleurs sur l'existence du replay dans la foulée de ça. Voilà, donc je passe sans vraie transition peut-être la parole à Alexandre. Peut-être que Alexandre, je vous laisse dire un petit mot. Et pendant ce temps-là, je coupe mon partage d'écran et je laisserai dans la foulée Émilie peut-être lancer la présentation qui va vous être présentée. Alexandre, à vous de prendre la parole. Merci beaucoup Xavier, c'est bon, vous m'entendez? Impeccable. Parfait. Merci beaucoup Xavier, merci à tous d'être présents donc aujourd'hui. Donc voilà, le but du webinaire, c'est vous présenter une nouvelle initiative que l'on a lancée dans le cadre du programme Territoire d'industrie avec un des partenaires historiques du programme qui est la Banque des territoires et qui est donc cette AMI, ce challenge Industrie du futur 4.0, Territoire d'industrie 4.0, anticiper les compétences de demain. Donc pour remettre un tout petit peu de contexte pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément familiers du programme Territoire d'industrie, donc c'est un programme qui a été lancé fin 2018 par le Premier ministre et qui a pour but d'incarner la dimension territoriale de l'industrie. Alors jusqu'à présent, en fait, la politique industrielle était essentiellement tournée vers les filières, et le but de ce programme est d'y inclure une dimension territoriale et donc de pouvoir pousser les territoires à relancer des dynamiques industrielles ou les accélérer en fonction des territoires et de les accompagner au plus proche de leurs besoins, mais voilà, dans une logique vraiment territoriale et non plus sectorielle ou par filière. Donc on a aujourd'hui en France métropolitaine et outre-mer 146 territoires d'industrie qui recouvrent à peu près 500 intercommunalités et qui voilà, 146 territoires labellisés qui, avec ce label, crée en fait une dynamique locale de projets industriels qui regroupent industriels, élus locaux et un grand ensemble d'autres acteurs. Ça peut être donc des opérateurs de l'État. Les 6 grands opérateurs partenaires sont cités dans la slide, donc la Banque des territoires, BPI, Business France, l'ADEME, Pôle emploi et Action Logement.
Ça peut aussi regrouper d'autres acteurs, donc des regroupements d'entreprises, des clusters, comme c'est le cas, ça peut être le cas. Ça peut aussi regrouper d'autres acteurs publics comme l'éducation nationale, par exemple, ou d'autres acteurs de la formation si besoin. Mais voilà, les territoires d'industrie sont là pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs d'un territoire et les aider à faire émerger des projets industriels qui sont pertinents sur leur territoire parce que c'est eux qui les ont fait émerger eux-mêmes. Donc on a eu, là, depuis le lancement du programme, un peu plus de 2000 projets concrets qui ont été issus des territoires et qui sont soit lancés, soit aboutis, soit en cours de lancement. Comme il y a des vagues, les territoires travaillent à leur rythme sur le développement de projets. On a 2000 projets qui nous sont remontés. Et dans le cadre de ces projets, on a eu énormément de sujets, énormément de projets autour des compétences et de la formation et du manque de main-d'œuvre, du besoin de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie. Ça, c'est un sujet qui revient dans à peu près tous les territoires, quel que soit le profil du territoire, qu'il soit en grande croissance ou en, disons, en redynamisation après une période de désindustrialisation. Dans quasiment tous les territoires, on a eu ce sujet, compétences qui a émergé et qui était un sujet central. Et donc, on a décidé à partir de là de pousser le sujet compétences. Et cette alerte qu'on a eue sur le sujet, elle a été encore renforcée dans le cadre du plan de relance que le programme Territoire d'industrie pilote en partie, et le programme pilote le fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, qui est le volet territorialisé, là aussi, de la relance industrielle dans le cadre de France Relance. Alors peut-être que certains des participants ont déposé des candidatures ou sont même déjà lauréats du dispositif pour des projets portés par des entreprises individuelles, par des industriels. Mais on a aussi, dans ce cadre de cette enveloppe de France Relance, décidé d'aider des projets qu'on appelait des projets collectifs, qui répondaient en fait à des besoins plus structurants pour les territoires et qui sont souvent des projets qui avaient été développés par les territoires d'industrie. Et un sujet qui est revenu énormément, c'est celui des compétences, comme je le disais. Donc cette enveloppe projet collectif là, de 40 millions qui est indiquée, elle a permis de financer une soixantaine de projets collectifs, une grande majorité sur les sujets de compétences. Et en particulier, elle a permis de financer des projets comme ceux d'écoles de production que l'on a soutenu et dont on a accéléré le soutien dans le cadre d'un autre AMI qu'on a lancé et qui s'est clôturé, l'AMI école de production. Mais voilà, on a vu qu'il y avait un vrai besoin sur ce sujet et on a voulu le poursuivre. Pour le poursuivre, c'est pour ça qu'on a lancé donc, cette AMI, ce challenge, donc Territoire d'industrie 4.0, anticiper les compétences de demain, où cette fois-ci, on a voulu mettre le focus sur comment aider des projets industriels et des projets de formation industrielle qui tournent autour de l'industrie du futur. Donc voilà, c'est vraiment l'objet de la présentation d'aujourd'hui, cette AMI qui est dédiée à faire émerger des projets de formation et de développement des compétences sur l'industrie du futur. Donc on va y revenir juste après et je vais laisser la parole à Émilie et Roxane qui vont présenter ce que fait la Banque des Territoires, là aussi dans le cadre des compétences. Et ensuite, plus dans le détail, on reviendra sur l'AMI en lui-même. Oui, merci Alexandre et bonjour à tous. Donc en effet, la Banque des Territoires est un des opérateurs aux côtés de l'État du programme Territoire d'industrie pour accompagner la réindustrialisation en France. Et dans notre cœur de métier, c'est vraiment, dans le cadre de ce programme, de favoriser l'écosystème pour permettre justement cette réindustrialisation. Donc, on s'est fixé comme objectif quatre priorités qui sont notre cœur de métier. Je les redonne très rapidement. On se concentrera bien entendu sur les enjeux de compétences de formation. Donc, notre intervention vise à investir dans l'aménagement et l'immobilier industriel. Elle vise également à accompagner la transition énergétique et environnementale de l'industrie. Et puis, nous accompagnons également les collectivités locales, principalement les régions, pour réinstaurer de nouvelles stratégies industrielles sur leur territoire. Donc là, ce sont principalement des moyens d'ingénierie qu'on met à disposition des collectivités locales.
Et donc, notre quatrième priorité, qui est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est accompagner la mutation de la formation des métiers industriels. Donc ça, on le faisait déjà historiquement, notamment au travers des programmes du PIA. Et puis, un certain nombre de partenariats avaient déjà été développés dans ce cadre, notamment des partenariats avec le CNAM, la Fédération nationale des écoles de production, l'AFPA. Donc là, pour le programme territoire d'industrie, on a en effet voulu être partenaire aux côtés de la délégation au territoire d'industrie pour pouvoir accompagner la transformation digitale et numérique des industriels, parce qu'on sait que ça peut être un véritable levier de croissance, de compétitivité et d'innovation. Donc, on va vous présenter les conditions dans lesquelles vous pouvez déposer une candidature à cette AMI, et puis également quelle sera l'offre déployée pour les candidats qui seront lauréats de cette AMI. Je te relaisse la main, Alexandre. Merci Émilie. On peut passer à slide. Ouais, voilà, slide suivante. Donc pour revenir au cœur du sujet, le challenge territoire d'industrie 4.0. Le but, comme on disait, c'est de cibler des structures et on va y revenir, une gamme assez large de structures éligibles, des structures qui sont porteuses de projets innovants visant à diffuser au sens large les bonnes pratiques de l'industrie du futur. Donc voilà, on veut essayer d'avoir un peu des structures porteuses un peu pilotes, disons, des démonstrateurs dans les territoires de l'intérêt de l'industrie du futur, et des projets qui pourront répondre en fait un peu aux quatre points qui sont présentés, des projets qui peuvent permettre de diffuser et démontrer le plus souvent auprès des industriels les opportunités de l'industrie du futur, donc ce qui est permis par les technologies d'industrie du futur, des plateformes qui en plus peuvent permettre de faciliter le partage d'informations, donc en plus de montrer ce qui peut être fait, de partager les bonnes pratiques et les informations. Des plateformes qui peuvent aussi permettre d'accompagner ces entreprises dans leur transition, donc qui peuvent avoir un rôle, pourquoi pas, d'ingénierie ou de conseil pour ces structures. Et enfin, des plateformes qui, et ça c'est aussi très important, forment les différents publics et le public le plus large possible au sujet et aux technologies de l'industrie du futur. Donc former, alors là on a mis des jeunes demandeurs d'emploi, salariés, chefs d'entreprise, idéalement des plateformes qui permettent de former tous ces publics. Là, on serait dans des situations idéales, mais au moins des plateformes qui permettent de former différents publics. Si c'est au moins dans un premier temps les chefs d'entreprise et les salariés en formation continue, ça pourrait être déjà des projets intéressants. Mais plus le public formé et touché sera large, plus les projets seront valorisés. Donc, pour revenir sur la structure en elle-même qui peut porter ce dispositif, sur une question d'éligibilité, on est sur on a des modalités d'intervention qui sont assez souples et qui permettent d'intervenir sur un grand nombre de structures porteuses. Donc là, on en a cité les principales que l'on a déjà accompagnées tant côté Banque des Territoires que côté fonds et projets collectifs dans le cadre de France Relance. Donc, on peut accompagner des réseaux d'industriels, des structures privées, entreprises, SAS, SA, SCIC. On peut accompagner une chambre consulaire sur des sujets de formation. On peut accompagner des organismes de formation privés ou publics. On peut accompagner également des établissements vraiment publics type lycée professionnel ou université. Et on peut accompagner enfin directement des CFA. Donc ça, ce sont toutes les structures qu'on peut qui sont éligibles au challenge. On a une grande variété de structures, le but étant surtout de valoriser des structures qui ont un intérêt et qui portent des projets comme on l'a présenté. Bon, voilà, maintenant qu'on sait qui peut y répondre, le but c'est de savoir quel est l'intérêt pour la structure d'y répondre, et donc quelle est l'offre de services qu'on met en place pour les projets. Donc on propose une offre d'accompagnement qui peut couvrir des projets
matures, mais à différents niveaux de maturité, des projets qui ont besoin d'ingénierie, qui ont besoin d'aide à l'amorçage et qui ont besoin d'investissement, l'un et ou les autres. Et pour la partie ingénierie et aide à l'amorçage, je vais rendre la main à Émilie et Roxane qui vous détailleront voilà, les opportunités de soutien, et je reviendrai sur la partie investissement. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut accompagner des projets soit sur l'un de ces critères, l'une de ces aides, ou plusieurs de ces aides. Donc, en effet, le premier accompagnement de la Banque des Territoires va consister en de la subvention qui permet de financer de l'ingénierie. Notre objectif est de sélectionner 20 projets dans le cadre de cette AMI. On pourra accompagner jusqu'à 50 000 € en cofinancement. On cofinancera des études, c'est-à-dire que les porteurs de projets qui seront sélectionnés devront passer par un prestataire pour réaliser ces études. Si vous avez regardé un petit peu le cahier des charges de l'AMI, vous avez pu voir que les projets qu'on attend sont quand même d'une maturité assez élevée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur vraiment des projets qui en sont au stade d'idée, mais on attend quand même des projets qui ont déjà mené un certain nombre d'études, que ce soit une étude de marché, qui ont déjà commencé à réaliser leur budget prévisionnel, qui ont déjà quand même aussi travaillé sur leur contenu pédagogique. Donc, nous, on pourra venir pour cofinancer des études qui permettront de consolider, de challenger en fait une étude de marché, de finaliser le contenu du parcours pédagogique, aussi de consolider le budget prévisionnel, le business plan. Mais on n'interviendra pas sur des projets qui sont vraiment complètement à monter. Ensuite, sur ce qui concerne l'aide à l'amorçage, là, je vais laisser la main à ma collègue Roxane, qui va vous donner des détails sur nos interventions possibles en investissement et en aide à l'amorçage. Merci Émilie, bonjour à tous. Alors effectivement, sur l'aide à l'amorçage, on s'est donné la possibilité d'accompagner à hauteur maximum de 100 000 € les projets ayant besoin d'un petit renforcement sur le fonds de roulement. Et on a aussi une offre d'investissement à la Banque des Territoires, en plus d'être acteur du programme Territoire d'Industrie, puisqu'on est investisseur d'intérêt général. On investit à ce titre notamment dans la formation professionnelle à impact social. Et dans cet impact social, nous, on intègre les filières en tension, comme l'industrie. Et c'est pour ça que les formations au métier de l'industrie sont une de nos priorités. Donc on s'est dit que c'était intéressant de donner la possibilité aux projets lauréats les plus matures et ayant un modèle économique de nous solliciter pour un investissement en complément des autres financements, en fait, des autres financements, que ce soit subventions ou autres. Donc là, sur du fonds propre ou du quasi-fonds propre, aussi bien sur des structures associatives que sur des SAS ou d'autres sociétés privées. Donc l'outil, je pense, qui est vraiment privilégié pour les structures, là, ça va être un prêt subordonné à intérêt participatif ou non, en fonction du montant et des caractéristiques du projet. Ce prêt, en fait, va vraiment permettre de renforcer le haut de bilan, financer le besoin en fonds de roulement et le fonctionnement sur les premiers mois ou années, le temps d'atteindre en fait l'équilibre et également de percevoir parfois différentes subventions qui peuvent arriver avec des différés. Voilà, pour démarrer l'activité, parfois il peut y avoir besoin d'un renforcement. Donc c'est pour ça que nous, on donne la possibilité sur ces prêts d'avoir un différé d'amortissement qui est adapté au projet et à sa montée en régime. Et tout à l'heure, Émilie, vous parlez des écoles de production. C'est justement cet outil-là, le prêt subordonné, qu'on utilise en fait pour intervenir dans ces structures, avec une dizaine qu'on a accompagnées sur les 2 dernières années. Ensuite, on peut aussi investir en fonds propres en prenant des participations, donc sur les sociétés qui proposent des solutions de formation à impact, donc là en l'occurrence sur les lauréats, et dans ce cas, on sera impliqué dans la gouvernance. Donc rapidement, nos modalités d'intervention, 2 points qu'il faut retenir, mais on vous enverra la plaquette
après le webinaire, c'est qu'on intervient minimum à hauteur de 200 000 € et toujours en cofinancement à hauteur de 50% du besoin auprès d'autres investisseurs, donc sur des montants qui vont être quand même minimum de 400 000 € du coup sur le besoin au global. Voilà. J'ai fait vite du coup, mais on vous enverra une plaquette avec tous les détails de notre offre. Du coup, Alexandre, c'est à toi. Oui, merci Émilie. Et donc, en plus de ces deux premières aides, la troisième est déployée dans le cadre vraiment là du programme Territoire d'industrie et du Fonds Territoire d'industrie. C'est de la subvention directe aux investissements. Donc c'est mis en place dans le cadre de France Relance. Donc ce sont des dispositifs de subvention à l'investissement, et sur le fonctionnement, on est donc sur de la subvention jusqu'à 50% d'investissement et dans une limite d'aide, dans une limite de subvention de 800 000 €. Donc sur les investissements, on est sur tout investissement en actifs matériels, immatériels, à dimension, disons, industrielle. Donc ça peut être dans les faits sur des projets qu'on a déjà soutenus, ça peut être des plateaux techniques, et dans le cadre de cette AMI aussi, voilà, des plateaux techniques, ça peut être des logiciels, des logiciels, ça peut être des équipements de fabrication, des robots, c'est tout ce genre d'équipement. Là aussi, on a une assez grande liberté d'intervention, tant qu'on est vraiment sur de l'investissement. Les jours hommes de développement d'un produit ou d'une technologie ne sont pas éligibles. Il faut qu'on soit sur de l'investissement. Donc voilà, dans 50%, dans une limite de 800 000 € d'aide. Et on a une enveloppe totale sanctuarisée pour le soutien à ces projets de 10 millions d'euros. Alors dans les faits, comme on a déjà soutenu une soixantaine de projets, on a constaté qu'on avait une aide moyenne de 450 000 €, donc ce qui permettra de soutenir environ 25 projets. Et le dernier point, comme on est sur des crédits et un dispositif de relance, l'objectif pour ces projets, l'objectif pour le soutien en investissement, c'est de soutenir des investissements qui peuvent être lancés à court terme, donc 2022, 2023, et pour une mise en opération finale au plus tard en 2024. Mais on privilégiera des projets qui peuvent être lancés, le plus tôt possible. Et ça fait, merci Émilie, une bonne transition pour parler donc, du calendrier. Calendrier général de l'AMI, donc il a été lancé le 26 novembre dernier. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars prochain. Donc voilà, les candidatures seront closes à ce moment-là, et on pourra ensuite analyser les projets qui pourront avoir déposé soit pour une demande d'ingénierie, soit pour une demande d'aide à l'amorçage, soit pour une demande de subvention en fonction ou à plusieurs dispositifs en fonction des besoins. On analysera ces projets et on pourra faire l'annonce des lauréats courant pour le premier semestre 2022, mais la date n'est pas encore fixée. Et pour ce qui s'agit des candidatures, vous pouvez candidater pour la partie ingénierie et amorçage au lien qui est dans la présentation, et je pense qu'on pourra faire parvenir à l'ensemble des participants la présentation. Et pour la partie financement des investissements dans le cadre de Territoire d'industrie, on pourra vous transmettre la liste des contacts dans les DREDS qui seront en fait vos interlocuteurs pour déposer le dossier de candidature. Parce qu'on est sur des plateformes de candidature qui sont réservées à quelques projets comme ceux de cette ANI, donc sur des plateformes qui en théorie sont présentées comme fermées, mais qui permettent d'accepter des candidatures de ce type. Donc là aussi, on pourra vous transmettre la liste des contacts en DREDS auprès desquels vous pouvez vous approcher pour déposer des candidatures sur la partie investissement. Et que ce soit donc ingénierie, amorçage ou investissement, on est bien sur une clôture au 31 mars. Et voilà, pour conclure, et on nous a mis en annexe, et vous pourrez les regarder un peu plus dans le détail, mais des exemples de projets que l'on a déjà soutenus dans le cadre de Territoire d'industrie, donc
côté plan de relance ou côté Banque des territoires, des exemples de projets un peu emblématiques, de projets souvent collectifs avec une forte dimension de formation et de diffusion des bonnes pratiques de l'industrie 4.0 qu'on a déjà financé. Et voilà, on a des exemples, par exemple, le premier, un lycée professionnel dans le nord de la France qui développe des sections de formation sur l'industrie 4.0 en partenariat avec des grands industriels du territoire. Et on a financé donc à 50% le projet de créer un plateau technique complet dédié à l'industrie 4.0 qui suit les recommandations qui ont été émises par les grands groupes et aussi les PME du territoire pour avoir les équipements les plus en pointe pour mieux former au mieux les élèves et les jeunes sur des technologies qu'ils retrouveront ensuite en apprentissage et en emploi dans les entreprises. Voilà, un deuxième exemple est dans une autre région industrielle en Isère. Là, on est sur un pôle formation, donc en fait qui est une émanation de l'UIMM et du CFA de l'Isère. Là aussi, le développement de compétences sur le sujet de l'industrie 4.0. C'est porté directement par un CFA qui a remarqué le besoin auprès des industriels membres du réseau et qui veut créer une formation en CAP et Bac Pro sur ces sujets-là. Et là aussi, on est intervenu jusqu'à 50% d'aide pour développer ce plateau technique. Donc, on a un peu deux exemples un peu emblématiques, mais vraiment très différents dans l'approche, pour montrer sur des projets que l'on a déjà soutenus et que l'on pourrait encore soutenir si d'autres se présentent. Et je pense qu'il y en a un troisième qui est plus un accompagnement qu'a déployé la Banque des territoires. Oui, voilà, on a accompagné le projet Utopia en Grand Est à Forbach. On l'a accompagné en aide à l'amorçage dans le cadre du programme Territoire d'industrie. L'objectif de ce plateau technique étant de mettre à disposition des entreprises, des étudiants, des formateurs, un plateau technique de pointe dédié au champ des nouveaux matériaux et des objets connectés. Donc, voilà, alors on l'avait fait, on va dire, dans le cadre de notre aide à l'amorçage un peu généraliste, ce projet, mais il se trouve que ça correspond à l'AMI 4.0 et donc que c'est un exemple qui peut illustrer les types de projets que vous pourriez peut-être porter dans le cadre de cette AMI. Voilà, on a voulu faire court et aussi vous renvoyer donc vers les informations, notamment le cahier des charges aussi un peu plus expansif. On a voulu faire court pour laisser la possibilité de poser le plus de questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a, mais on est à disposition pour y répondre. Alors oui, Alexandre, Xavier, je reprends la parole. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Alors, sauf les toutes dernières, là, j'en ai noté plusieurs. Il y a plusieurs questions sur l'éligibilité soit du porteur, soit du projet. Alors j'essaye, je sais pas qui, Alexandre, Émilie, Roxane, je vous laisse choisir qui répond. Alors, pardon, je ne reprends pas les prénoms et les noms de ceux qui ont posé les questions. Vous vous reconnaîtrez. Faut-il être labellisé territoire d'industrie pour répondre à l'AMI? Je vais répondre. C'est un critère favorable, mais c'est pas une obligation. C'est pas discriminant. Non. Voilà. Une autre question est posée, toujours sur des questions d'éligibilité. Donc, un centre de formation existant peut candidater et donc rajouter ce volet à son offre déjà existante de formation. Oui, complètement. Oui, c'est ce qui illustrait un peu notamment les deux exemples présentés. C'était deux centres de formation, que ce soit le lycée ou le CFA, qui existent. Et ça peut être une nouvelle formation. C'est souvent, à mon avis, peut-être des structures qu'on accompagnera plus parce qu'elles sont déjà plus matures et il y a moins de besoin de. On ne part pas de zéro. Donc, je pense que dans les faits, ce seront surtout des structures existantes qui veulent ouvrir une nouvelle formation qu'on accompagnera, mais pas uniquement, bien sûr.
Est-ce que les CRT sont éligibles? Oui, bien sûr. Les centres de ressources techno, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça? Au contraire, on en a déjà soutenu aussi. On aurait pu mettre des exemples. Par exemple, on a déjà soutenu un CETIM. Et je pense qu'on a des projets avec des CRIT. Donc, évidemment. Ouais, très bien, oui. Est-ce qu'il est nécessaire ou pertinent, enfin, ou même peut-être nécessaire, d'être certifié Calliope pour être éligible, puisqu'on parle de formation? C'est une bonne question. Pas sur le fond, pas sur la partie investissement. Je peux essayer de confirmer sur le côté banque des territoires, mais c'est pas un critère qu'on a mis en avant. Non, ce qui est pas forcément exclusif, hein, puisqu'effectivement, après, le Calliope permet la prise en charge des frais de formation en partie à l'OPCO quand il s'agit de salariés d'entreprise, mais c'est peut-être pas une obligation, effectivement. Ouais. Il y a une autre question, toujours sur l'éligibilité, hein, je reste sur ce créneau-là, après on viendra sur les autres questions. Ah oui, la création d'un CMQ est-elle éligible? Est-ce que ça peut être un projet éligible à l'AMI? D'un campus des métiers et des qualifications, pour ceux qui... non, voilà. Ça l'est. Alors, on a constaté que ce ne sont pas forcément les projets les plus simples à accompagner. En théorie, ça l'est. Ensuite, voilà, il faudra voir quelle est la structure porteuse, quel est vraiment le projet, mais ça s'étudie, oui. Ouais, d'accord. Alors, dernière question sur l'éligibilité que j'avais notée, peut-être hormis celles qui sont arrivées là récemment, mais des projets pour accompagner les industries aux transitions écologiques, énergétiques, peuvent-ils être éligibles? Alors, si toujours il y a une dimension industrie du futur, et le plus souvent, en fait, dans les projets d'industrie du futur, il y a toujours des aspects aussi transition écologique et énergétique, d'efficacité énergétique notamment. Si on a une dimension industrie du futur, mais avec un gros sujet transition écologique ou énergétique, ça pourrait être éligible. Ouais, d'accord. Ok, super, merci pour ces réponses courtes et précises, c'est bien, ça nous permet d'en balayer davantage. Il y a une question qui a été posée sur le... Roxane doit le compléter. Aussi, ouais, bien sûr. Hein. Je pense que... Écoute, on était plutôt en phase avec tes réponses, côté Banque des Territoires également. Donc sinon, on interviendra, pas de problème. Il y a une question qui a été posée sur le processus que vous avez présenté, les différentes étapes et notamment les différentes items qui peuvent être accompagnés dans le cadre de l'appel à projet, et notamment un sur les études préalables. Est-ce que la réalisation d'une étude par un prestataire, notamment sous-entendu extérieur, est obligatoire, et notamment la remarque qui a été faite, c'est que dans le cadre des écoles de production, les études préalables sont faites en interne, et donc comment c'est géré dans ces cadres-là? Alors, je vais répondre et Roxane pourra compléter. Notre accompagnement des écoles de production est dérogatoire, en fait. C'est vraiment particulier, c'est spécifique à une école de production. Il y a vraiment besoin que la personne qui va mener les études soit complètement intégrée dès le départ, et c'est souvent cette personne qui sera le futur ou la future directrice de l'école de production. Donc c'est vraiment dérogatoire. Notre façon d'intervenir de façon générale, en fait, c'est du cofinancement d'ingénierie. Et là, en l'occurrence, on ne souhaite pas être maître d'ouvrage des études qui vont être menées. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit sous le pilotage et sous la maîtrise d'ouvrage du porteur de projet. Et on intervient en cofinancement des ingénieries. Mais on ne viendra pas pour financer, en fait, de l'équivalent temps plein. Ouais. Voilà, comme on a pu le faire de façon très dérogatoire pour les écoles de production. D'accord, merci Émilie. J'en profite pour le coup, il y a une question, la toute première question qui a été posée, qui est un peu en marge de la présentation de l'AMI, mais qui concernait plutôt les écoles de production, et puisqu'on était en train de parler de ça. Est-ce que l'AMI école de production sera relancée en 2022?
Bonne question. C'est pas d'actualité pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a constaté un vrai engouement, en fait, enfin, une vraie prise de position beaucoup de projets sur l'AMI école de production. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais si la dynamique se poursuit et que le besoin se fait vraiment sentir, on pourrait peut-être porter auprès des responsables. D'accord, ok. Alors, revenons sur l'appel à projet. Il y a des questions techniques qui ont été posées aussi sur, par exemple, si un projet émarge aux 3 items que vous avez présentés, ingénierie, amorçage, investissement, est-ce que tout peut être regroupé dans un même dossier? Est-ce qu'il faut déposer des dossiers séparés? Il faudra déposer un dossier banque des territoires et un dossier territoire d'industrie sur les différents volets. Ensuite, de toute façon, nous en interne, on traite les dossiers en commun, on les analyse en commun, mais d'un point de vue vraiment technique, il est nécessaire de déposer sur les deux volets. D'accord, c'est ça. Donc, ouais, donc 2 dossiers séparés, notamment sur la partie investissement. C'est ça, hein, c'est un dossier spécifique et puis un autre dossier, d'accord. Alors, une question technique qui a été posée sur la caractérisation des montants d'aide. Est-ce qu'ils entrent, ces aides, est-ce qu'elles entrent, pardon, dans les plafonds des entreprises soutenues au titre du FNE? Je vais essayer de reprendre la question précise. Voilà. Est-ce que ces montants rentrent dans les plafonds de 1,8 million d'euros par entreprise du FNE? Alors, le FNE, c'est une bonne question. Je ne pense pas. En tout cas, côté territoire d'industrie, on est sur le plus souvent sur des régimes dérogatoires Covid, comme on est dans le cadre de France Relance. Donc je pense qu'en théorie, on est sur des plafonds différents, mais je préférerais confirmer avant de vous donner une réponse définitive côté territoire d'industrie. De toute façon, on aura accès à l'ensemble des questions et on pourra peut-être revenir après sur la présentation de certaines réponses, pas de souci. Donc ça, c'est les questions que j'avais notées au fur et à mesure. Alors après, il y en a d'autres qui sont intervenus. Donc là, je vais directement dans le chat. Alors, doit-on déposer... Alors, oui, c'est ça. Doit-on déposer une seule candidature pour tous les projets de centres de formation aux métiers industriels d'un même territoire? Ou dit autrement, a-t-on le choix de déposer un projet collectif de territoire ou mieux vaut déposer des projets individuels distincts? Donc, un seul projet de territoire avec plusieurs centres de formation et plusieurs contenus, constitués éventuellement associant plusieurs EPCI d'un même territoire ou déposer des projets distincts. Alors, pour la partie territoire d'industrie, et je laisserai la BDT compléter, si on est sur un porteur unique, on peut envisager de faire un seul dépôt pour les différentes structures. Après, d'un point de vue de suivi, il est peut-être plus simple en tout cas, si on est sur des porteurs différents, là, on a chaque porteur dépose son dossier. Pour son projet. Si on est sur un porteur unique, on peut envisager un dépôt unique pour plusieurs sites. On l'a déjà fait. Voilà, vraiment dans ce cas de figure, c'est envisageable. Ensuite, voilà, d'un point de vue technique, c'est peut-être plus simple d'avoir un projet, un dossier. Ouais. En intégrant bien, en précisant bien qu'il s'intègre dans un écosystème plus large avec voilà, une vision un peu encore plus structurante parce que plus étendue. Montrer la cohérence, quoi. Je pense que derrière cette question, il y a aussi cette volonté-là de montrer la cohérence entre les différents projets. Ouais. Est-ce que la structure qui dépose pour l'ingénierie doit être la même que celle qui déposerait pour l'investissement? Ou est-ce que pour un même projet, ça peut être des structures différentes? Idéalement, c'est mieux que ce soit les mêmes structures, mais je
comme on est sur des dossiers différents, si on montre bien que c'est le même projet, je pense que ça doit pouvoir être éligible. Ce sera à étudier dans le détail, mais sur le principe, je pense que c'est faisable. En tout cas, bien montrer la cohérence qu'il y a entre les deux et justifier de l'explication de ce changement de porteur de projet, j'imagine, entre les différentes étapes, quoi. Enfin, le centre de formation doit-il accueillir un nombre minimal de stagiaires ou d'apprentis? Est-ce qu'il y a un nombre qui est fixé en matière de perspective sur les projets qui sont présentés? Non, on n'a pas d'objectif de jauge minimale parce que si on voilà, on l'a envisagé, mais on est sur des territoires assez variés, des projets assez variés, un territoire, disons, très urbain, avec un grand besoin en formation, ne sera pas le même que celui d'une vallée de montagne avec un public plus restreint, mais néanmoins où le besoin en industrie du futur sur ce public-là est important, mais sur un public plus restreint. Donc on n'a pas fixé de jauge minimale, notamment pour cette raison. Est-ce que le secteur logistriel peut être un sujet éligible? La logistique industrielle. Oui, ça rentre dans les secteurs éligibles, oui. Est-ce qu'il y a des et alors pour le coup, j'ose la question dans l'autre sens, c'est est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient être moins éligibles que d'autres ou que vous avez exclus dans le cadre de l'appel parce que peut-être traités par ailleurs? Non, on est assez ouvert en termes d'industrie, tant qu'on est sur de l'industrie, donc on a intégré la logistique qui a été sujet non pas à débat, mais à une position claire qui est oui, on intervient sur la logistique. Ensuite, tant qu'on est sur de l'industrie où il y a de la production industrielle, on est ouvert. Hein, ça peut aller de l'agroalimentaire à l'usinage, en passant par le bois, par exemple. Hein, on est assez ouvert en termes filière ou en termes métier, tant qu'on a une dimension transition vers l'industrie du futur. C'est ça. Alors, il y a plein de questions qui arrivent en même temps. Sur la base de quels critères les 20 lauréats sur l'ingénierie seront retenus? Est-ce qu'il y a des éléments principaux à mettre en avant? Je pense que effectivement, ce qui est important, c'est que vous puissiez nous démontrer le travail ou la réflexion qui a déjà été menée par rapport à votre projet. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, que vous puissiez apporter déjà un certain nombre d'éléments financiers, d'études de marché, de contenu pédagogique. Pour démontrer déjà la dynamique ou votre investissement dans ce projet, l'écosystème qui participe au portage de votre projet, les industriels qui sont intéressés, les collectivités locales qui soutiennent. Donc, on va dire que les projets seront, on pense qu'ils seront tellement variés que on aura un regard bienveillant entre guillemets sur vos candidatures, mais on n'a pas forcément établi des critères prédéfinis sur le choix en fait par rapport à l'ingénierie. Je sais pas si c'est ça. Si ce que vous dites, Émilie, c'est que cet appel à projet vise à soutenir des projets qui sont très adaptés au territoire. Vous êtes prêt à faire du cas par cas et vous ne cherchez pas forcément des projets complètement formatés, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est voilà. Rien que les exemples qu'on vous a donnés, ils sont très variés quant aux porteurs de projet, quant à l'objectif du centre de formation. Donc, on veut se laisser la souplesse et la possibilité d'accompagner des projets qui sont sans doute très, très différents les uns des autres. Donc, en revanche, on veut on ne va pas accompagner, comme je vous l'ai déjà dit, des projets qui sont au stade de tout simplement de l'idée. Il faut quand même qu'il y ait la démonstration d'un travail, d'un portage qui a déjà été fait.
Alors justement, ça amène la question suivante qui était en lien avec la maturité, que vous avez évoquée dans la présentation et que, Émilie, vous venez de rappeler là. La structure juridique portant le projet doit-elle être définie au moment du dépôt de la candidature? C'est-à-dire que, est-ce que dès la phase d'amorçage, et peut-être l'ingénierie amont, on doit savoir comment va se structurer la suite, et sinon dans quel délai? Est-ce que ça parle à l'un d'entre vous? Oui, excusez-moi, c'est parce que j'étais en train de regarder la fiche de candidature. Et on a bien indiqué que la structure juridique doit être créée. Alors, après, la structure juridique peut peut-être être amenée à évoluer, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quand même une structure juridique, alors qui soit créée ou sur le point d'être créée. C'est-à-dire, il faut quand même avoir identifié quel type de structure va porter le projet. Et de toute façon, on ne versera pas de subvention si une structure juridique, quelle qu'elle soit, n'est pas créée. Donc, vous pouvez très bien postuler en indiquant que c'est quel type de structure qui va être créée, mais qu'elle sera créée sous tel délai. Mais de toute façon, nous, on ne pourra contractualiser avec le candidat qu'à partir du moment où la structure juridique existera. Voilà. Très bien. Alors, il y a plein de questions, il nous reste quelques minutes, mais enfin bon, si les uns les autres, vous êtes prêts à ce qu'on déborde un petit peu, on pourra éventuellement le faire. Alors, ça, c'est peut-être une question qui peut appeler une réponse oui/non. Une même structure ayant 2 projets distincts sur 2 territoires labellisés, territoires d'industrie distincts, peut-elle déposer 2 dossiers? Donc, une même structure peut-elle déposer 2 dossiers sur le 2? Sur la partie territoire d'industrie, en subvention, oui, bien sûr, on l'a déjà fait, on a déjà soutenu une structure qui avait 2 projets sur 2 territoires, qu'ils soient en lien ou pas, hein, forcément, en plus, ces 2 projets, donc ouais. C'est pas un souci. D'accord. Alors, une question qui rejoint la question d'éligibilité, c'est un plateau existant de formation 4.0, donc une structure déjà existante, mais qui a des besoins de trésorerie pour soutenir son démarrage, peut-il être éligible? Je laisserai Roxane, je pense que c'est besoin de trésorerie, on est plus sur de l'aide en amorçage, je pense. Oui, est-ce qu'on peut répéter la question? Un plateau existant de formation 4.0 qui a des besoins de trésorerie pour soutenir son démarrage, Oui. peut-il candidater et peut-il être éligible? Voilà, donc Bien sûr, oui, tout à fait, ouais, c'est vraiment ce qu'on cherche à viser, donc ils peuvent venir nous voir, enfin voir nos directions régionales et on regardera le projet. Après, vraiment, c'est sur l'investissement, c'est moins, on va dire, c'est moins automatique que sur les subventions, donc vraiment, c'est projet par projet. Mais en tout cas, là, à chaud, oui, c'est éligible. Alors pareil, Roxane, dans la foulée, les dépenses en investissement immobilier, elles sont éligibles, elles aussi? Alors oui, ça entrera pas dans mon champ directement, mais à la Banque Territoire, on investit également dans l'immobilier, donc oui, on pourra aussi regarder les projets où il y a de l'immobilier, bien sûr. D'accord. Une association professionnelle qui fait la promotion de nouveaux métiers 4.0, supply chain management, entre parenthèses, peut-elle porter un projet de formation au niveau national, entre parenthèses, déjà labellisé dans un territoire d'industrie, avec des partenaires, cabinets de formation, consultants experts? Ou faut-il déposer un dossier? Donc, une association professionnelle qui fait la promotion de nouveaux métiers 4.0 peut-elle porter un projet de formation au niveau national, avec des cabinets de formation, consultants experts? Je comprends pas bien ce qui est entendu par au niveau national. En tout cas, l'objectif de l'AMI, on est quand même dans une logique, soit la Banque des territoires ou territoire d'industrie, une logique territorialisée. On privilégiera des projets qui ont un impact territorial et qui montrent en quoi on répond à un besoin du terrain. Un projet national pourrait être étudié, mais voilà, ce sera peut-être pas le plus prioritaire dans notre cahier des charges et dans nos critères.
Ok, mais peut-être que là-dessus, Caroline, on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez, en précisant, enfin, à la rigueur, vous pourrez peut-être vous mettre en relation directement avec Alexandre, Émilie et Roxane pour aborder votre question en direct. Le cofinancement de travaux de reconfiguration immobilière, reconstruction ou modernisation d'ateliers pédagogiques est-il possible dans le cadre de l'AMI? Donc on ne part pas de zéro et on reconfigure, on reconstruit ou on modernise. Sur la partie investissement, si on montre si on est plus que juste si la modernisation permet de créer de nouvelles formations ou d'aller plus loin que l'existant, on peut regarder le projet, oui. Alors, il y a une question, je les prends dans la foulée. Oui, il y aura je m'adresse à Monsieur Dannecker, il y aura un replay, donc vous pourriez y accéder. Vous n'avez pas pu vous joindre dès le démarrage, pas de souci. Pour la partie ingénierie, recommandez-vous des organismes en particulier pour réaliser l'étude? Est-ce que... Alors là, on recommande, enfin, personne en particulier. En revanche, on pourra vous orienter selon les besoins que vous aurez identifiés et selon voilà, ce que vous allez nous demander de cofinancer. On aura peut-être des cabinets à présenter à ce moment-là, mais il y en a beaucoup. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin que vous avez identifié. On ne sera pas sur les mêmes cabinets si c'est du contenu pédagogique ou si c'est du financier ou sur de l'étude de marché. Donc là, n'hésitez pas à venir vers nous aussi, même en amont. Hein, vous pouvez nous poser des questions via l'adresse mail de l'AMI et si besoin, on pourra vous donner des conseils. Mais disons que ça va être un peu du cas par cas. Merci Émilie. Alors là, il y a une question, j'imagine que la réponse est positive, enfin positive au sens affirmatif. Dans le cadre d'un projet collectif, la structure porteuse du projet doit-elle déjà être existante au dépôt? Donc, la structure porteuse d'un projet collectif? Oui, en tout cas côté investissement et sur la partie ingénierie, Émilie avait déjà répondu tout à l'heure. Ouais. Oui, il faut que la structure soit existante. Oui. Alors, les logiciels en licence SaaS sont-ils considérés comme investissement dans la mesure où nous ne pouvons pas amortir ce genre d'achat? Bonne question. C'est un cas de figure qu'on a assez rarement rencontré. Donc je préférerais vérifier vérifier avant de donner une réponse sur cette question. Non, mais très bien. Ce que ça veut dire, Stéphane, hein, sur ces questions très précises, pour le coup, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe pour les poser au moment où vous constituez votre dossier. Est-ce qu'une plateforme d'accélération du numérique est éligible si elle comprend des formations sur site et délocalisées dans les PME? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Alors, il est 13h. Est-ce que ça vous ennuie si on balaye encore les 3-4 questions qui restent? Ouais, 3-4 questions qui restent, ça vous va? Ça me va jusque 13h05 grand. Allez, à 13h05, on arrête. Donc, on va essayer de les balayer vite. Est-ce qu'une plateforme d'accès... Non, pardon, excusez-moi. Côté innovation, technologie ou d'usage, est-ce que ce critère est pris en compte? Côté innovation, est-ce que ce critère est pris en compte? Si oui, y a-t-il un expert dans le jury? Ah oui, un expert... voilà. Comment est composé le jury pour traiter les questions d'expertise technologique ou d'usage d'ailleurs qui sont présentées dans les projets? Alors, pardon, il précise, car nous avons plus de 15 technologies 4.0, mais elles sont difficiles à comprendre, difficiles à présenter le digital.
Concernant la composition du jury, elle est encore en cours de. Il y aura au minimum donc la Banque des Territoires, programme Territoire d'Industrie, pourra peut-être être étendu à d'autres acteurs. C'est encore en cours de qualification et voilà, si on a des besoins sur des projets très techniques, aussi de solliciter notamment d'autres services de l'État, services par exemple sectoriels sur des sujets très précis. On le fait habituellement sur d'autres thématiques, voilà, sur des filières très techniques. En tout cas, côté territoire d'industrie, on mobilise notamment d'autres services de l'État. Super. Quel est le seuil minimum des projets investissement attendu que les EP sont non éligibles? Est-ce qu'il y a un seuil minimum, voilà, en dessous duquel un minimum de 200 000 euros d'investissement éligible. Je suis au revoir, donc ça c'est des gens qui nous quittent. Un projet de solution logicielle qui permet la transmission de savoir-faire industriel en réalité augmentée. Est-il éligible? Donc un projet de solution logicielle qui permet la retransmission de savoir-faire industriel en réalité augmentée, lien avec l'industrie 4.0, la formation des opérateurs, est-elle éligible à l'AMI? Je pense que oui. Émilie, je pense que tu pourrais compléter, mais je pense que oui. Il faudrait voir un peu le détail du projet, mais est-ce que le projet, c'est développer un logiciel, justement, pour... si c'est développer un logiciel, là, je ne suis pas sûre que ce soit éligible. Ça dépend du contexte. En revanche, si c'est vraiment créer un centre de formation à partir d'un logiciel qui serait développé à destination d'un public ciblé, oui, peut-être, mais le logiciel en tant que tel, là, je pense. Ouais, Slimane, je vous invite éventuellement à préciser votre question en contactant l'équipe, peut-être, mais ouais, je pense que l'arrière-pensée était celle-là, effectivement, Émilie ou Roxane, je ne sais pas, pardon. Et puis, je crois qu'on atteint... Voilà, c'était le logiciel est existant, donc nous répond Slimane. Voilà, donc je pense que voilà, donc il ne s'agit pas de financer la création du logiciel, mais plutôt sans doute son déploiement dans le cadre d'un centre de formation. Allez, la toute dernière question, comment est assurée la cohérence avec les autres appels à projets ou autres AMI, notamment le PIA, CMA, PIA, IF, PAI, en particulier des projets éligibles seront-ils réorientés vers ces PIA pour éviter de consommer l'enveloppe territoire d'industrie? La cohérence entre ces différents appels à projets. On travaille justement avec le SGPI et les services de l'État en région sur IFPAI, pour orienter les projets vers les dispositifs qui sont les plus pertinents. Et il nous arrive de mobiliser ces services pour évaluer certains de nos projets. Donc on a une cohérence en interne et si un projet est plus pertinent sur un autre dispositif, on peut le réorienter vers ce dispositif. Génial. Ok, il est 13h05. Je vous propose qu'on clôt là. Un très très grand merci Émilie, Roxane, Alexandre, déjà de nous avoir présenté cet appel, de vous être prêtés au jeu là, de ces questions-réponses. L'exercice était très intéressant, très important. Voilà, j'espère que à tous les participants, vous avez trouvé des éléments de réponse aux questions que vous vous posiez. J'ai vu passer dans le chat un lien vers l'appel à projet. Donc, n'hésitez pas, ou sinon à revenir vers nous. Je m'adresse à vous, Alexandre, Émilie, Roxane. Le support, on pourra le rerouter à l'ensemble des participants, ce que vous avez présenté là? Oui, tout à fait. Oui. Impeccable. Donc, avec Pardon, Alexandre, je vous laisse terminer. Oui, voilà, tout à fait. De mon côté, je pense que c'est bon. Alors, Roxane ou Émilie pour confirmer, mais... Oui, aucun problème de notre côté également. Génial. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des questions sur l'adresse
L'adresse qui apparaît sur le slide, j'imagine. C'était ça la remarque? C'est ça, et que Émilie vient de remettre dans le chat. Ah oui, génial. Ok, super. Vous collez caisse-des-dépôts.fr. Bon, bah super. Bah, avec le replay, on enverra le support à tous. Et donc un très très grand merci de votre participation, Émilie, Roxane, Alexandre, évidemment, d'avoir présenté l'AMI. Puis bah, on se tient au courant pour les candidatures sur cet appel à projet. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.